Bonsoir à vous qui êtes ici. Merci d'être venus. Bonsoir à ceux qui sont de l'autre côté de la caméra. Je suis très contente de recevoir Michael Darmon pour son nouveau livre. Euh, je ne sais pas si on le voit. J'essaie de faire en sorte que vous le voyez. Ça s'appelle Le Pape et la Matriarche, mais ça, vous le savez sans doute. Et donc, ça va être l'objet de notre discussion de ce soir, entre autres, parce que je pense qu'on va un tout petit peu élargir. Michael, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous, merci de m'avoir invité. Je suis très contente, Ravi de te retrouver en plus. je suis très contente de vous présenter les CUJ. Alors, dans la vie réelle, on se tutoie, mais Là, on va faire le genre. là, on va faire genre, Bon, voilà. genre vous. Je trouve que c'est mieux. Euh, D'habitude, je commence ces rencontres par un portrait de mon invité. Je le ferai tout à l'heure parce que je voudrais qu'on démarre directement sur le livre et sur un épisode que vous racontez dans ce livre, dont on a très peu parlé et qui est renversant. Donc, on est en 1973, janvier 73. Golda Meir est Premier ministre depuis 4 ans, 3-4 ans. Et elle a réussi, après beaucoup d'efforts, à obtenir une audience privée auprès du pape Paul VI. C'est bien Paul VI? Paul VI, C'est Paul absolument. VI. Et on est donc juste avant, on est fin 72, quelques mois après les attentats des Jeux Olympiques de Munich. Alors je rappelle, 12 victimes, 11 sportifs israéliens, un policier allemand. Et il se trouve que le numéro 1 de Septembre Noir, tout ça j'ai découvert dans le livre de Michael, qui s'appelle Hassan Salamé, apprend que Golda Meir va venir au Vatican. Et il se dit, c'est l'occasion de faire un coup encore plus spectaculaire que Munich. Et il prépare un attentat contre le Premier ministre israélien. Je vais vous laisser le raconter, Michael, mais quelqu'un lui dit à Golda Meir qu'un attentat se prépare et elle décide de maintenir sa visite. Oui, celui qui lui dit, d'abord bonsoir à tous, je suis absolument ravi d'être là. Merci à Esther, merci à l'Écuge de me permettre de vous présenter, de parler effectivement de cette histoire extraordinaire à bien des égards. Par rapport à celle-ci, à cet épisode précisément, quand effectivement Golda Meir apprend par Tzvi Zamir, qui est le patron du Mossad, qui a été très longtemps à ses côtés, qu'un attentat était en préparation pour sa venue, pour sa venue au Vatican, elle a balayé ça voilà, d'un revers de main en disant c'est pas mon problème, c'est le vôtre. Ça n'est pas un attentat qui va empêcher le projet voilà et la volonté d'Israël de voir de nouer des relations avec le Vatican. Euh, Cet attentat il se fomente dans effectivement à partir de l'information qui fuite du Vatican vers les milieux arabes, activistes, palestiniens, OLP, qui fourmillent à ce moment-là à Rome, parce que Rome, et c'est un des problèmes aussi dans les relations avec Israël, Rome, à ce moment-là, est un petit peu la ville refuge de l'OLP, la ville refuge des activistes, des révolutionnaires de tout poil. On est dans les années 70, donc nous sommes dans les années révolutionnaires, les brigades rouges, les différents groupuscules qui veulent poursuivre et tenter donc par le terrorisme et les actions violentes de bousculer les sociétés occidentales. Nous sommes en pleine guerre froide. On est dans ce contexte-là où vous avez deux blocs et une grande, je dirais, organisation intellectuelle, politique et même aussi évidemment donc terroriste pour lutter contre l'impérialisme des pays occidentaux. Donc Rome accueille beaucoup toute cette population et vous avez également au sein du Vatican toute je dirais
un groupe à différents niveaux de la curie, de prélats, d'évêques, de fonctionnaires du Vatican qui sont naturellement en accord, en relation avec des représentants du monde arabe, avec des représentants des communautés arabes, parce que vous avez aussi beaucoup de chrétiens qui sont dans ces pays-là. Et cette relation est assez naturelle. L'information sort alors qu'elle était ultra confidentielle, qu'il avait été convenu justement du côté des Israéliens et du côté du Vatican qu'il n'y aurait pas de publicité officielle donc sur sa venue. Et d'ailleurs, elle-même, dans son agenda, elle avait fait en sorte de masquer cela à travers d'abord une visite à Paris à l'international, la réunion de l'international socialiste à laquelle les Israéliens participaient à l'époque et étaient un membre très important. Ensuite, partir à Rome de manière un peu surprenante, comme souvent pour les chefs d'État, ça m'est arrivé tous de faire des VO avec une version des voyages officiels, avec une version un peu programmée surprise qu'on nous annonce au dernier moment parce qu'il fallait pas la raconter, parce que c'est l'Irak, parce que c'est l'Afghanistan. Bref, donc cette méthode est connue et donc cette idée était de dévoiler au dernier moment qu'il y avait une bifurcation à Rome. Et ensuite, il y avait même un voyage en Côte d'Ivoire qui était prévu, parce qu'à l'époque, hein, quand les chefs d'État se déplaçaient, c'était pour une quinzaine de jours, on avait le temps de profiter. Donc, surtout quand on vient de là-bas, de loin. Donc, il y avait ce programme-là. Mais en réalité, ce programme, il était construit aussi pour, au fond, enchasser et cacher, entre guillemets, la véritable motivation la plus importante qui était pour Gadameir d'aller au Vatican. Donc, ça parvient aux oreilles du patron de Septembre Noir, Salamé, qui, comme vous l'avez dit effectivement, c'est l'ennemi numéro un de Golda Meir, parce qu'elle-même, depuis 72, a décrété, a fait organiser au sein du Mossad une unité spéciale chargée de dézinguer les uns après les autres tous les organisateurs, instigateurs des attentats de Munich. Donc, c'était à ce moment-là une vague d'attentats un peu partout qui a démarré, parce que si vous avez l'occasion de le voir, le film de Spielberg, Munich, restitue assez fidèlement de ce point de vue-là, avec une démarche fictionnelle, mais en tout cas, on voit bien que, et d'ailleurs, il y a une scène absolument explicite où on voit une Golda Meir qui vient, qui reçoit le patron de cette escouade qui va s'installer dans différentes capitales, notamment à Paris, et qui lui donne la mission effectivement de venger les athlètes massacrés à Munich. On est dans, en ce moment, et on sait tous qu'Israël vit un immense traumatisme. En 72 et en 73, on est aussi dans cette ambiance-là. L'horreur qu'a provoqué les attentats de Munich reste extrêmement puissante dans la société israélienne. On est juste un an après. On ne sait pas encore ce qui va se passer à la fin de l'année. 6 mois. Voilà, ou 6 mois. On ne sait pas encore ce qui va se passer à la fin de l'année, puisqu'on est en janvier, là, en ce qui nous concerne, janvier 73. Encore, personne ne sait vraiment comment ça va se terminer, mais on est à 9 mois de la guerre de Kippour. Donc, on est dans une période, vous voyez, extrêmement tendue et où il y a tout le monde est un petit peu en embuscade et Golda Meir, c'est l'ennemi numéro un pour Salamé. C'est également pour Golda Meir, son objectif premier permanent, c'est Septembre Noir, ce qui en partie explique ce que certains ont désigné comme étant parfois une difficulté à analyser toute l'évolution géopolitique aux frontières d'Israël, parce que toute l'énergie personnelle du Mossad, des services de renseignement israéliens était organisée sur la poursuite et la vengeance vis-à-vis des attentats de Munich. Mais là, en l'occurrence, ils ont été très loin dans la préparation de cet attentat. Très, très loin. Ça va pratiquement jusqu'à son déroulé, puisqu'en fait, il y a des missiles de fabrication soviétique, des Strela, qui sont acheminés via Dubrovnik dans des circonstances voilà, que je raconte un peu plus dans le livre, que je serai éventuellement découvrir, parce que c'est un peu long quand même, mais il y a un acheminement clandestin, bien sûr, de missiles, une dizaine, qui se trouvent, passent de Dubrovnik et arrivent donc à Rome, et sont installés aux alentours, aux abords de l'aéroport, le projet étant de dézinguer l'avion de Golda Meir au moment où elle va atterrir sur Fiumicino, sur l'aéroport de Rome. Donc, il y a toute une enquête à ce moment-là qui démarre entre donc,
Après la fuite, il y avait une deuxième fuite, c'est que les services secrets israéliens, puis italiens, récupèrent l'information que quelque chose se prépare contre Golda Meir. Là aussi, ils n'ont pas tout à fait compris dès le départ qu'il s'agissait de Golda Meir et de ce voyage-là. Pourquoi? Parce que les terroristes de l'OLP ont fabriqué un leurre. C'est-à-dire qu'ils sont allés faire une prise d'otage à l'ambassade à Bangkok, l'ambassade israélienne à Bangkok. Donc, vraiment très, très loin, déclenchant évidemment tout le processus habituel de crise au sommet de l'État, une ambassade des otages, voilà, des otages israéliens, toute la mécanique qui se met en place, et une fois de plus, le spectre de Munich qui est toujours là. Après quelques heures de négociations par des intermédiaires voilà, locaux et égyptiens, les terroristes qui avaient pris en otage l'ambassade à Bangkok acceptent de partir, ils obtiennent ce qu'ils veulent, ils obtiennent la voiture, ils obtiennent l'avion, ils acceptent de partir, ils partent, il n'y a aucun problème, tout le monde est libéré. Tout le monde dit bravo, sauf une personne, le patron du Mossad, qui dit c'est pas normal. C'est pas normal parce que jamais les terroristes de l'OLP s'en vont. Quand ils ont des Israéliens, c'est pour les dézinguer. Ils veulent un maximum de pubs. Ils ont compris la pub qui se passait, qu'ils avaient obtenue à Munich. Donc, ça veut dire que c'est pas normal et que donc il se passe quelque chose. Et par notre biais que je vous laisserai découvrir, ils s'aperçoivent qu'effectivement, il y a des bruits qui leur viennent de Rome et qui leur fait, par l'analyse, l'amène à constater absolument et à conclure que c'est à Rome que ça se prépare. Et à Rome, eux, ils savent parfaitement qui vient, donc ils ont parfaitement compris que tout le monde a compris et que c'est là-bas que ça va se passer avec Golda Meir. Et donc, c'était un leurre qui avait permis pendant ce temps-là l'acheminement des missiles, la préparation logistique. Et l'attentat est déjoué à la dernière minute, vraiment à la dernière minute, au moment où l'avion arrive, dans des conditions absolument rocambolesques. Et la Golda Meir, qui évidemment n'a voulu entendre parler de rien, était vaguement au courant, mais voilà. Une logique bravache à l'israélienne, quoi. D'abord, il n'est pas question de céder, et puis c'est pas mon sujet, Je ne sais pas ce que c'est ça. c'est pas ce que c'est. Couper les micros, je sais pas. Bon, j'espère que ça va se calmer de soi-même. J'espère que de l'autre côté, vous entendez quand même. Il faut espérer, Bon, peut-être que ce sont les. sinon, Ou alors les agents du Mossad ne sont pas contents Ah, ce serait éventuellement quelqu'un qui est. Alors, si vous êtes connecté sur Zoom, il est possible que l'un d'entre vous ait ouvert son micro. Et c'est pour ça qu'on entend des bruits étranges, nous, de notre côté. Est-ce que vous pouvez vérifier que vous avez bien coupé vos micros? Pardon de vous demander ça. Parce que là, on a l'impression d'avoir une fontaine. Un bassin, là. On va voir le requin immergé tout d'un coup. Bon, en attendant de voir le requin émerger, voilà, ça va se régler. C'est bon? Enfin, je crois que c'était ça. Hein? Non, presque. Oui, il y a quelqu'un qui a clairement ouvert un micro là. Bon, ça va se régler. Oui. Merci, c'est réglé visiblement. Merci beaucoup. Formidable. Donc, on en était à des conditions rocambolesques avec des missiles qui sont prêts à partir, mais qui ne partiront pas, dans des conditions qui seront à découvrir. Parce que quand même, mais c'est vraiment à la dernière minute. Ils vont quand même son livre. Ils vont un peu son livre. Bon. Et sincèrement, ça vaut la peine. Mais il y a une chose que je n'ai pas comprise en vous lisant, c'est que je n'ai jamais rien lu là-dessus. Alors, il y a des sources d'historiens spécialistes du renseignement. Ça, c'est intéressant parce que c'est aussi une histoire israélienne, la manière dont ils n'en parlent pas. Tous ceux qui en parlent sont des spécialistes émérites du renseignement et des spécialistes en particulier du Mossad et des renseignements dans la région du Proche-Orient. Ils en parlent sur la base, tel que j'ai pu vérifier en discutant aussi avec eux, avec en tout cas l'un d'entre eux, ils en parlent sur la base de sources israéliennes. Mais quand on en parle avec les Israéliens, ils sont extrêmement laconiques à ce sujet. Parce qu'à mon avis, parce qu'on est on reste dans la culture, dans la culture du secret de ce point de vue-là.
qui correspond quand même à une matrice importante Enfin, c'était il y a du 50 monde ans, ça y est. sécuritaire. C'était il y a 50 ans, mais les archives sont pas encore ouvertes de ce point de vue-là. Je pense que ce sont des réflexes. La seule mention que j'ai trouvée qui attestait cet événement, c'est une phrase dans la biographie très fouillée, très autorisée de Golda Meir, qui a été écrite par Catherine Kejman, d'ailleurs que je vous recommande par ailleurs pour découvrir la vie de Golda Meir. Et elle dit sur son chemin vers Rome, Golda Meir échappe à un attentat. Bon, super. Donc, mais à partir de là, Les Israéliens n'en parlent pas, les Italiens n'en parlent pas non plus. Les Italiens n'en parlent pas non plus. Parce qu'ils ont le nez dans la farine, parce que ils veulent pas en parler du tout, parce que d'ailleurs c'était un deal aussi avec les Israéliens, parce que c'était une humiliation quand même pour eux cette affaire, et qu'ils ont accepté et que du coup ils ont en compensation qu'on ne dise rien sur leur dysfonctionnement et leur ratage complet. Ils ont accepté, ils ont laissé partir assez rapidement les terroristes, les trois terroristes qui restaient, qui avaient été chopés par les Israéliens et les services secrets italiens et du Vatican au dernier moment. Ils les ont expulsés en Libye. Ce qui était beaucoup plus simple ensuite pour le Mossad d'aller les voir et de leur régler leur compte, parce qu'ils n'allaient pas leur régler leur compte sur le sol européen. Au début, d'après ce qu'on comprend dans les récits, lorsqu'ils sont arrêtés, attrapés au dernier moment, les Israéliens veulent leur régler leur compte tout de suite. Et ils réussissent, les Italiens leur disent non, il ne faut pas le faire parce que là, pour le coup, on va avoir une crise majeure diplomatique. Et ils passent un accord en disant voilà, ok, d'accord, on va leur régler leur compte plus tard, mais vous les expulsez assez rapidement dans un endroit où on peut aller leur dire bonjour aussi facilement. Donc, tout ça, ça se termine dans un moment voilà, de gentleman agreement, si je puis dire. Mais surtout, après cette rencontre avec Paul VI, sur laquelle on peut revenir sur le fond, mais par rapport aux conséquences de cet événement, ça va créer des relations officieuses entre le Vatican et entre Israël. On n'a pas de relations politiques à l'époque. Je rappelle que cette année, marquons les 30 ans de l'établissement de relations officielles. Accord fondamental 93, échange d'ambassadeurs en janvier 94. Donc, c'est en 2024 vraiment que en 1994, donc ça fait 30 ans en 2024, que la mécanique diplomatique entre les deux États se met vraiment en place. Donc, il faudra encore 20 ans pour arriver à ça. Pour arriver ensuite à la reconnaissance officielle. Mickaël, on va parler de ça longuement. Je veux juste quelques lignes sur vous. Alors, si je vous résume en disant que vous êtes journaliste avant tout, je crois que c'est un bon départ, oui. Et moi, en regardant votre CV, je vois deux sujets qui dominent, la politique et le Moyen-Orient, c'est les deux. Et les deux avec un média qui est la télé, qui est vraiment votre média privilégié. Alors, vous êtes né en 62. Je vous disais tout à l'heure, sur votre page Wikipédia, il ne précise pas d'habitude, on dit il est né à tel endroit. Là, il n'y a rien, mais j'ai appris, donc je vous révèle qu'il est né à Rehovot. Vous avez grandi en France? Oui, j'arrive en France, j'ai 2 ans. Mes parents sont partis d'Algérie en 60 avec un groupe des EI à l'époque qui organisait des aliyas, des départs en Israël. Donc, mon père était actif dans ce mouvement qui a après devenu une tradition familiale. Et donc, il est parti donc avec sa jeune épouse, maman, et ils sont arrivés dans la région d'Ashdod. Je suis né à Rehovot donc en 62, 2 ans plus tard. Et après, comme le reste de la famille, après l'indépendance, était parti en France et qu'il n'y avait pas grand monde pour aider ma grand-mère qui était veuve, voilà, mon père a décidé de repartir pour aider un peu tout le monde. Et j'arrive en France, j'ai 2 ans et demi. Et ensuite, je passe ma vie, voilà, je grandis en France complètement à l'âge de 19 ans, je repars en Israël pour une dizaine d'années. Voilà. Ensemble, un cursus assez complet de l'éducation informelle, l'armée, l'université et le début de ma carrière, mon parcours journalistique. Alors, j'ai fait le CFJ, j'ai fait le centre de formation à Jérusalem. Parce qu'en fait,
Je suis embauché à TF1 comme étant jeune producteur, assistant journaliste, on va dire, 15 jours avant le début de la première intifada. On faisait c'était Patricia Lémonière qui était à ce moment-là à TF1, qui venait d'être nommée, elle arrivait de l'Afrique du Sud, je sais pas où, un grand reporter spécialiste des guerres et des conflits, en remplacement de Patrick Bourrat qui avait été muté ailleurs et puis ensuite voilà, qui avait disparu. On fait, je me rappelle, moi, à l'époque, je travaillais à la radio à Col Israël en français. Elle rencontre quelques personnes sur le terrain. Finalement, elle me choisit. Bon. Je me rappelle, on fait un papier, un reportage sur le phénomène de la baguette française en Israël. C'était ça à l'époque, en 87. Parmi les sujets qui pouvaient intéresser TF1. C'est toujours le cas. Et c'est toujours le cas. On avait commencé, je me rappelle, un grand sujet sur l'évolution, l'amour des diamants. Enfin bon. Elle faisait aussi un petit peu les sujets quand on découvre l'étonnement qu'on a dans ce. Et le 9 décembre 87, l'accident de voiture dans la bande de Gaza, et c'est parti pour 2 ans dans les territoires en permanence et avec toutes les versions possibles et imaginables. On a été concurrencé par la chute du mur 2 ans plus tard. Quand il y a eu en 89, il y avait le mur. Là, je me rappelle, Dominique Bromberger nous appelle en disant, bon là, vous êtes en vacances pendant quelques temps parce que là, vous êtes largement concurrencé il y a plus de place. Par la chute du mur. Donc voilà, donc ça a été effectivement, et du coup, ben, j'ai tout appris sur le terrain, en live, comme on dit, et j'ai l'habitude de dire, moi aussi j'ai fait le CFJ, mais c'est le centre de formation et Vous rentrez à Paris en 90 Oui. Pour faire de la politique, là, pour le coup. Oui, pour faire de la politique, pour faire. En tant que journaliste, je veux dire. Oui, bien sûr, toujours en tant que journaliste. En fait, non, je suis à ce moment-là reçu au service économie de TF1. Et comme on voit que je suis arrivé de la zone Intifada, comme on disait, et que donc j'ai été décrété spécialiste du gaz lacrymogène. Et donc, on m'a envoyé couvrir l'agriculture. Et les manifestations agricoles, parce qu'il y avait à ce moment beaucoup de tensions liées à la politique menée par le président Mitterrand concernant les agricultures, et il y avait l'agriculteur, et puis il y avait un enjeu incroyable dans un round du GATT, à l'époque, des accords de libre-échange, qui prévoyait un gel des terres important pour les exploitations agricoles, et il y avait eu un puissant mouvement de protestation des. C'est marrant que ça change que c'est pareil. Hein. Oui, exactement. Et du coup, moi, ça m'a beaucoup intéressé parce que j'étais propulsé là-dedans. Après 10 ans d'absence, je me suis retrouvé au cœur de la société française, de sa culture politique. J'ai compris pourquoi les agriculteurs pouvaient manifester des semaines et des semaines en étant gentiment raccompagnés par les policiers après une garde à vue d'une demi-heure, et pourquoi les infirmières qui manifestaient 24 heures étaient azimutées, les canons à eau, les trucs. Et donc, j'ai un peu compris, enfin, on m'a expliqué, j'ai fini par comprendre tout ça. C'est des années assez passionnantes. Et voilà, petit à petit, je me suis rapproché du décryptage politique. Et ensuite, j'ai plutôt travaillé sur ces questions. Vous êtes quand même reparti en Israël pendant 1 an ou 2 ans en 93. Oui, parce qu'entre-temps, mais l'activité sur l'agriculture qui m'a mené des manifestations en Saône-et-Loire jusqu'au marathon de Bruxelles, sur les grandes réunions, fait que j'avais rencontré les gens de la RTBF, la télévision belge, et à ce moment-là, on commençait à entendre qu'il se passait des choses pas claires du côté des universitaires d'Oslo avec les Israéliens, les Palestiniens, et on commençait à comprendre qu'il allait y avoir des accords qui allaient émerger et qu'une reconnaissance mutuelle, en tout cas surtout du côté de l'OLP vis-à-vis d'Israël, et des accords sur les territoires allaient se mettre en place. Et le patron me dit, le patron de l'info de la RTBF me dit, on n'a personne là-bas, ça va péter, ça va être génial, il y aura un gros actu et tout. Et comme je sentais. Mais c'est comme ça que ça parle, les journalistes. Voilà, ça va péter, ça va être génial. Voilà. Tu dis comme c'était, c'est une grosse histoire, quoi. Voilà, comme les chirurgiens apprécient les belles opérations. Et donc, en fait, je dis, mais moi, comme je commence à comprendre que j'étais plus tellement en odeur de sainteté avec le TF1 de Bouygues, et qu'on allait bientôt me proposer gentiment de me raccompagner à la sortie, j'ai dit, mais moi, ça peut m'intéresser. Et donc, on a monté le bureau, les RTBF à Jérusalem, au moment des accords d'Oslo. Je suis resté jusqu'au retour d'Arafat,
qui est venu dans ce qu'on a oublié, que Marafat habitait à Gaza. Il est rentré en 93, en 94, il rentre à Gaza. Il quitte Tunis et il vient à Gaza. France Télévisions crée la télévision palestinienne des accords de l'autonomie, issus des accords d'Oslo. Et donc, il y a toute une délégation qui vient. Et là, voilà, je suis à ce moment embauché à France 2 et je débarque à la rentrée à France 2. J'y reste 16 ans. Où vous suivez d'abord le Front National, Voilà. Et là aussi, autre humour de rédacteur en chef qui me dit, puisque tu viens d'Israël, tu vas suivre le Front Le Pen. National. Et je lui dis, eh ben, il n'y a pas de problème. Mais non seulement je vais suivre Le Pen, les dérapages annuels et le meeting annuel, mais je vais aller suivre les villes. Parce que ce qui m'intéressait beaucoup, c'est qu'avec les municipales en 95, Toulon, Orange, Marignane, arriver dans les villes, je veux montrer ce que c'est que le Front National qui va diriger. Je pense que ça va être un carnage. Et ça l'a été pour Toulon, pas pour les autres villes. Mais en tout cas, on a vu les choses. Donc j'ai travaillé pendant 7 ans sur la question du FN. Et ensuite, vous êtes passé à la droite plus classique, plus traditionnelle. Après un passage à Marseille, oui, d'abord, je voulais effectivement, après la scission du FN, on n'en pouvait plus. Et donc, j'ai demandé à apprendre un peu de chant et j'ai été nommé chef du bureau du Sud de France 2 à Marseille. Je suis devenu généraliste. Tu as vécu à Jérusalem, tu seras bien dans le sud. Absolument. C'est la Méditerranée. Voilà. Et il y a plein d'Arabes. J'étais à la fois correspondant à Naples, au Caire, à Alger. Et j'ai découvert cette ville que j'avais déjà découvert de par les reportages, mais souvent dans le sud. Mais là, j'y ai vécu et ça m'a beaucoup marqué. D'ailleurs, depuis, j'y retourne régulièrement parce que Marseille. J'ai des achats dans la région. Marseille. Dans la région. Mais et à partir de là, quand j'en avais un peu fait le tour, et à ce moment-là, c'était Olivier Mazerolle qui dirigeait la rédaction à France 2, qui me dit, il va y avoir la présidentielle de 2002. Jean-Marie Le Pen va faire son dernier tour de piste. Tu remontes à Paris, tu rentres dans la direction, tu fais la campagne de Le Pen. Après, c'est fini, et puis après, tu passeras à autre chose. D'accord. Bon, voilà, 21 avant. Explosion. Donc, c'était un truc assez puissant. Donc, j'ai fait ça en direct depuis Saint-Cloud. Donc, je retrouvais un peu des gens que j'avais connus depuis longtemps, mais là, il y avait une configuration totalement nouvelle. Et puis après, effectivement, j'en ai eu assez et on m'a dit, qu'est-ce que tu veux faire? Donc, je dis, bien, il y a un petit monsieur qui s'agite là, à droite. Alain Juppé va certainement les condamner, il va vouloir tout prendre et je pense que c'est lui qui sera le candidat de la droite et il s'appelle Nicolas Sarkozy, je vais le suivre. Voilà. Et donc j'ai suivi l'essor, la campagne de Nicolas Sarkozy, la guerre perdue d'avance des Chiraciens contre Sarkozy. Bon, ensuite, vous quittez France 2 oui. pour passer à iTélé. Oui. Là, accessoirement, vous commencez à travailler pour I24. Oui, depuis, parce que c'était il y a 10 ans et c'était sa création. Et donc j'ai commencé à travailler pour cette chaîne parce que Franck Meloul, que j'avais connu à l'époque, qui est le dirigeant, le PDG d'I24 News, et qui avait été dans le monde, dans la vie politique d'abord, puisqu'il avait été le conseiller presse de Dominique de Villepin depuis le Quai d'Orsay jusqu'à Matignon et que donc parmi les adversaires déclarés de Nicolas Sarkozy. Donc moi, j'allais voir régulièrement Franck Meloul pour qu'il me donne un peu l'antidote, parce que quand on suivait tous Nicolas Sarkozy, c'était à haute dose. Et la sarcologie prenait beaucoup de temps et vous pouvez nous prendre la tête aussi, donc, parce que c'était un narratif extrêmement puissant. C'était une vraie révolution à l'époque d'avoir un personnage comme ça, qui était dans la com, dans la scénographie, dans la séduction, qui vraiment partout, un très beau narratif, on va dire. Et moi, j'allais voir Mélou, le Matignon, il n'y avait pas grand monde qui allait le voir chez Villepin, et je disais, mais raconte-moi le contre-champ, parce que c'est donc il me racontait des tas de choses. Et puis on s'est liés, et après, voilà, il m'a demandé, quand il a été nommé bien des années plus tard pour créer 24 News, il m'a dit, mais viens et tu y participes et tout. Et donc, avec Christian Mallard de France 3 et Elisabeth Assayag, ex de l'Europe, on avait créé la première émission politique, et toujours à Europe 1.
On a créé on a lancé la première émission politique sur cette chaîne qui s'appelait Tout est politique d'ailleurs. Et, ça, c'est comme ça que je commence à accompagner l'aventure de 24 minutes. Michael, je continue quand. Donc, vous êtes à iTélé, vous êtes Oui. éditorialiste essentiellement. Oui, iTélé passe sous le contrôle de Bolloré. voilà, Vous faites votre valise. voilà, Vous partez à Europe 1. oui, Vous allez y animer une grande émission politique. oui. Donc, c'est comme ma grande aventure personnelle, professionnelle et amicale avec Jean-Pierre Elkabbach, où j'ai eu la chance de l'accompagner pendant des années, et d'apprendre aussi. Un personnage. Et auquel d'ailleurs je dédié le livre. Vous passez 3 ans à Europe 1, Oui, puis visiblement Bolloré vous suit à la trace. oui, je repars. Et vous repartez. Oui. Donc vous vous concentrez sur I24 Oui, et vous écrivez sur la politique et notamment vous revenez à votre amour pour le Proche-Orient, le Moyen-Orient. C'est le 12e livre que vous signez, la plupart en collaboration, mais celui-là tout seul. Les autres sont plutôt politiques. oui, il y a eu ça. Un jour, je me suis amusé à compter, c'est à part égale entre collaboration et. Il y a même un roman dans le. Oui, un petit roman. Il y a des portraits, il y a des portraits de Sarko, il y a un portrait sur Rachida Dati, Oui. on en parlait tout à l'heure, qui est quand même un des personnages de la scène politique française. Vous avez aussi joué votre rôle dans la série télévisée Baron Noir avec Elkabbach, justement. Oui, oui. Et puis dans autre chose, dans Plusieurs séries, dans Les Hommes de l'ombre, dans Marseille. dans Marseille. Ouais. Bon, on ne sait pas, peut-être que c'est votre nouvelle Non, carrière. ça m'intéresse pas du tout. À chaque fois qu'on me propose, je dis je veux bien, mais de toute façon, je ne fais que ça. Je ne fais que journaliste, ça m'intéresse pas. Je ne cherche pas du tout à faire autre chose que ça. Je trouve que je connais des personnes dans ce monde-là parce que j'ai accompagné le film La Conquête sur Nicolas Sarkozy. Avec, dans les 3 ans, j'étais ce qu'on appelle dans le cinéma un consultant, conseiller technique, consultant historique, on appelle ça dans le monde du cinéma. Donc j'ai aidé au scénario, à trouver les acteurs, à les coacher, à la réalisation, au tournage. Et, euh, et, euh, et du coup, j'ai gardé des relations avec des gens de ce monde-là qui, de temps en temps, m'ont appelé pour jouer le rôle de journaliste. Mais je n'ai pas du tout, aucune prétention de continuer dans ce monde-là. Bon, donc on ne viendra pas vous voir à Cannes. Non, même si je suis allé, mais non. Mais pas pour monter le tapis rouge. Non. Bon, revenons à notre pape et notre matriarche. Oui. Le contexte. Le Vatican, ça représente plus d'1 milliard de catholiques à travers le monde, 1,3 milliard. C'est un État de 44 hectares au cœur de Rome. Alors, j'ai regardé, 44 hectares, c'est la moitié du 2e arrondissement de Paris, qui est le plus petit arrondissement de Paris. C'est minuscule. Mais c'est un État. C'est un État autonome avec, plus grand-chose. On ne peut pas dire qu'ils ont une armée, on ne peut pas dire ils n'ont pas vraiment de population. Mais par contre, ce qui leur reste, c'est une diplomatie hors pair et accompagnant la diplomatie, un service de renseignement. Alors, ils ont un ambassadeur dans plus d'une centaine de pays, le nonce apostolique, et puis il y a les ambassadeurs auprès du Saint-Siège. On a un ambassadeur de France, il y a un ambassadeur. J'ai découvert qu'il y a un ambassadeur de Russie. Je ne sais pas s'il y avait un ambassadeur du temps de l'Union soviétique. Et puis il y a un représentant palestinien. Donc, en gros, le Vatican reconnaît la Palestine depuis longtemps. Oui, pratiquement depuis le début, oui, absolument. La situation de l'État palestinien, l'État palestinien est reconnu parce que il y a je dirais une sympathie immédiate. On va dire, les chrétiens d'Orient est quasi naturel vis-à-vis de cette religion qui prône le soutien aux opprimés, le soutien aux faibles, les réfugiés, ceux qui sont marqués par la vie, les vicissitudes. Donc, dans cette région-là, par situation objective de réfugiés qui peuvent exister, de situations de chrétiens dans des pays arabes où c'est pas facile de pouvoir exister et de pouvoir faire son culte. Moi, ça m'est souvent arrivé d'aller pendant les reportages dans la région, de travailler, d'aller voir, de tourner avec des chrétiens de la région.
ils souffrent, quoi. Et puis ils souffraient de plus en plus au fur et à mesure que l'islamisation dans ces pays s'est fait sentir de plus en plus. C'était même une des raisons pour laquelle en fait, ils demandaient même parfois ce qu'il n'y ait pas d'État palestinien. Ça, c'était les demandes qui, lorsque Nicolas Sarkozy, à l'époque président de la République, a fait son voyage d'État en Israël, euh, il avait rencontré des Palestiniens de Ramallah, beaucoup de chrétiens majoritairement, et ils avaient exprimé leur crainte et leur peur de voir un État palestinien, parce qu'ils se disaient, ça va être les islamistes qui vont prendre, ce qui n'est pas voilà, manqué. Ça va être les islamistes qui vont prendre, et nous, on va être réduits à la portion qu'on veut. Donc finalement, on est très bien comme ça. Qu'on reste dans une sorte de statu quo, c'est parfait. Vous savez, ce qu'on apprend, alors, dans ce livre, ce qui m'a permis de pouvoir le constater de plus en plus, mais quand on travaille aussi beaucoup au Proche-Orient, vous avez, ça peut aider à comprendre aussi parfois des déclarations un peu étonnantes en premier degré de dirigeants arabes. Vous avez la déclaration officielle pour l'opinion et vous avez la réalité politique. Voilà, si j'ai juste fait une toute petite incise, parce que c'est pas le sujet d'aujourd'hui, mais enfin, c'est pour comprendre ce qui se passe. Aujourd'hui, tous les matins, la journée commence avec un coup de fil de l'Arabie Saoudite, de l'Égypte, des Émirats à Israël en disant continuez. Il ne faut pas les voir. Les frères musulmans ne les supportent pas. Il faut que vous les dégagiez. Et ensuite, on sera là pour continuer à aider. Mais quand ils vont devant les micros, ils disent ouais, ils ne peuvent pas, parce qu'ils ont les populations, il y a l'opinion, parce que la tradition est que la question de l'hostilité à Israël est en fait un vecteur de cohésion interne. Quand on a un problème, on sent qu'il y a des tensions internes dans les pays, un petit coup contre Israël et tout le monde est d'accord. Dans ces pays où il n'y a pas de démocratie, où les manifestations sont interdites, les seules manifestations autorisées sont celles pour le soutien de la Palestine. Parce que c'est une soupape. Donc, il faut aussi, même si le dossier est lourd et qu'il y a évidemment des choses très, très difficiles à regarder, à assumer, et parfois à subir, il y a je dirais, énormément de nuances, énormément de coulisses où là, où tout est très composite et très, 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 je dirais, varié et ne correspond pas au récit officiel. C'est ce que j'ai beaucoup aussi découvert en travaillant sur ce livre, le Vatican. C'est à l'époque de l'action de ce livre, en tout cas dans les années, quand ça démarre, dans les années 70, le Vatican est un des terrains d'affrontement de la guerre froide les plus vivaces ou sur ce petit, effectivement, semi-arrondissement parisien, vous avez le KGB, la CIA qui s'affrontent parce qu'il y a des enjeux considérables. Je pensais à Vienne du troisième homme en lisant le livre. C'est une espèce d'endroit où il y a des espions de partout. De partout. Ça grenouille. Partout. Parce que c'est aussi, on n'est pas loin de l'après-guerre, on est en pleine guerre froide. On est dans un moment où d'ailleurs Paul VI a joué un rôle considérable, où il a fallu juguler l'arrivée des communistes au pouvoir au lendemain de la guerre, après la chute de Mussolini. Paul VI, à ce moment-là, qui ne s'appelle pas Paul VI, mais qui était cardinal de Montigny, pas encore cardinal, mais qui est donc évêque, archevêque de Milan, donc dont son nom de famille c'est Montigny, est très actif dans la création de ce qui sera plus tard la démocratie chrétienne pour repousser les communistes, évidemment avec l'aide de la CIA qui envoie son agent le plus emblématique qui s'appelle Jesus Angleton, se met en relation avec tous les réseaux catholiques, dont Paul VI est un des principaux coordinateurs, et il déverse des millions et des millions de dollars pour pouvoir juguler les communistes, parce que les communistes, au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, c'est l'ennemi, on a oublié le nazi. Et c'est la raison pour laquelle la CIA a recruté des anciens nazis, parce que l'objectif et le mal absolu, c'était les communistes au lendemain de la guerre. Donc, on est à Rome, au Vatican, dans cet endroit qui brasse tellement d'enjeux. Je l'avais dit, c'est le service de renseignement le plus diversifié et étendu du monde. Dans chaque endroit de la planète, dans chaque village, le prêtre du coin fait un rapport à l'échelon supérieur, qu'il fait à l'échelon supérieur, qu'il fait à l'échelon supérieur, et tout arrive au Vatican. Donc, ils connaissent tout ce qui se passe
j'en ai parlé avec un des cardinaux qui avait ensuite, que j'ai retrouvé au Vatican, qui avait participé à la négociation de la reconnaissance avec Israël, le bon cardinal Celli, qui aujourd'hui s'occupe des relations avec la Chine, donc qui a l'habitude voilà, de rester dans le canon secret. Et je lui dis, mais bon, le Vatican, voilà, on sait très bien, c'est le premier réseau de renseignement et de diplomatie au monde. Et là, il fait une moue un peu cabotin, il dit, mais non, mais non. Enfin, vous savez ce qu'on dit, j'aimerais bien savoir qui est le deuxième. Donc, en fait, évidemment, il admet parfaitement ça. Et donc, c'est ça l'enjeu à ce moment-là. Et donc, l'enjeu aussi pour Golda Meir, à la tête d'Israël, c'est d'installer le Mossad dans ce terrain. C'est faire en sorte que le Mossad soit présent dans ce qu'on appelle le grand jeu. C'est le surnom qu'on donnait à la, à la grande communauté du renseignement et des actions clandestines qui se passent autour des États. Et par rapport à ce qui se passe entre le KGB et le Mossad et la CIA, le Mossad veut être présent via effectivement Israël qui veut s'installer, qui fait même des offres de services, et les circonstances ont fait que les relations ont été créées. Après cet attentat, les Israéliens se disent on renverra l'ascenseur au Vatican dès qu'on peut. 3 ans plus tard, en 76, Israël est au courant d'un projet d'attentat contre Paul VI, donne l'information au Vatican, une collaboration s'installe pour tenter effectivement de mener l'enquête, de déjouer. Et c'est encore Septembre Noir. Il y a deux activistes, deux terroristes allemands qui sont identifiés comme ceux qui veulent, au fond, apparemment, selon le mode opératoire qui avait été choisi, tirer sur Paul VI au moment où il apparaît au balcon le dimanche, place Saint-Pierre. Et au dernier moment, ce projet est abandonné par les terroristes et ils décident, au dernier moment, de le remplacer par le détournement d'un avion, d'une ligne qui va à Tel Aviv et qui va aboutir à Entebbe. C'est le détournement d'une fameux Air France qui arrive à Entebbe. À l'origine, c'était un attentat prévu contre Paul VI et ils ont changé Est-ce qu'ils savaient qu'ils étaient démasqués, surveillés par rapport à cet attentat? En tout cas, il y a un changement brutal de programme. Ça devient un détournement d'avion, de l'avion Air France, et c'est celui qui se trouve à Entebbe, qui sera ensuite célèbre. Vous racontez dans le livre que d'abord elle a beaucoup travaillé, Golda Meir, pour organiser cette rencontre, Oui. que cette rencontre ait lieu, cette audience ait lieu. Elle n'était pas la première. D'ailleurs, vous racontez que Théodore Herzl aussi, il avait beaucoup insisté pour être reçu par le pape. Alors, c'est la première en tant que dirigeant de l'État d'Israël officiel. On est en 73, elle est première ministre. C'est la première fois que le pape reçoit en audience au Vatican un chef de l'État d'Israël, alors qu'il n'y a pas de reconnaissance officielle, une fois de plus, je vous disais, de la relation entre ces deux pays. Il y a eu effectivement, il y a une tradition de rencontre des figures du mouvement sioniste avec les papes de l'époque, en particulier évidemment Théodore Herzl, lorsqu'il il élabore son projet, et donc le premier à l'initiative d'élaborer son projet. Et là, il est vraiment reçu extrêmement froidement par le pape de l'époque, qui lui dit les Juifs n'ont pas voulu reconnaître Jésus comme étant le Messie, on ne va pas reconnaître le peuple juif qui va revenir sur cette terre. Donc, les choses sont assez claires. Au fur et à mesure que l'histoire avance, et qu'en particulier les Britanniques, avec la déclaration Balfour en 1917, décrètent et installent le principe de l'établissement d'un foyer juif en Palestine, là, le Vatican commence un petit peu à la fois à craindre, à regarder ça de façon un peu différente, continuer à recevoir des responsables mentionnistes, leur font beaucoup parler sur ce qui va se passer, mais refusent toujours d'accorder une sorte de bénédiction, si je puis dire, au retour des Juifs sur leur terre via ce mouvement sioniste qui déconcerte énormément aussi le Vatican, parce qu'ils comprennent bien que tout ça, c'est aussi porté par la politique. Ça n'est pas, évidemment, ce sont des Juifs qui fuient les pogroms, qui fuient les persécutions dans l'est de l'Europe, mais aussi ce sont des militants politiques.
aussi. Ils viennent avec la volonté sur les idées de Socialiste en plus, souvent. l'éveil des peuples, souvent reprenant les idées marxistes, léninistes. Donc le Vatican dit, oh, qu'est-ce que c'est que ça, on n'est pas d'accord avec ça. Et puis, euh, ils se disent que ça peut être effectivement quelque chose d'inéluctable et ils veulent repousser le moment le plus possible. Quand le, les mandats ont été, la zone, le Moyen-Orient a été réparti après la Première Guerre mondiale et que les Britanniques obtiennent le mandat sur la région, le Moyen-Orient et en particulier sur la Palestine, c'est un événement considérable parce que c'est la première fois depuis les croisades que les chrétiens reviennent dans la région, après les Mm. Ottomans. Mm. Donc, c'est un événement qui est marqué par toutes les églises de Rome, sauf les églises du Vatican, qui Mm. restent silencieuses. Parce que, officiellement, c'était soi-disant la neutralité. En réalité, ça venait aussi accompagner la déclaration de Balfour sur la possibilité d'établir un foyer juif en Palestine. Donc, il y a cette tension qui existe depuis le début. Et après, si on avance dans le temps, en 1948 est créé l'État d'Israël. Là, le Vatican n'est pas du tout obligé de reconnaître, bien au contraire, ne reconnaît pas. Euh, D'autant plus que les lieux saints sont sous contrôle jordanien. Donc, tout va bien. 67, changement de propriétaire, si je puis dire. Après, alors que les Israéliens avaient beaucoup dit aux Jordaniens ne rentrez pas dans la guerre, les Jordaniens avaient décidé, sous le poids des alliances et de la pression égyptienne, de rentrer dans la guerre. Se trouve finalement le contrôle des lieux saints qui change de main et qui arrive du côté des Israéliens, qui dans un premier temps, alors que les généraux israéliens, en particulier Moshe Dayan, voyaient bien que dans la perspective des opérations militaires, ils pouvaient arriver à récupérer la vieille ville de Jérusalem et donc les lieux saints. Il était assez déconcerté par ça, Moshe Dayan, mais il avait compris que ce serait un problème. D'ailleurs, il a cette confidence, il dit autour de lui à ses équipes, on dit, mais qu'est-ce qu'on va faire de ce Vatican? En parlant des lieux saints de Jérusalem. Bon, évidemment, quand ensuite l'émotion de retrouver le Le mur des mur. lamentations et tout, ça a déclenché une ferveur patriotique, religieuse, nationaliste en Israël qui allait bien au-delà des religieux et qui a traversé tout le pays et qui a considérablement modifié la culture politique d'Israël à partir de 67. Mais au début, on est dans cette configuration. Et donc, du coup, le Vatican est obligé, par pragmatisme, est obligé d'avoir des relations techniques avec Israël à ce moment-là, pour la première fois, des relations techniques pour la gestion des lieux saints. Et un bureau de liaison s'installe pour uniquement gérer les questions techniques et en rappelant à chaque fois qu'ils se parlent, mais bien évidemment, il ne s'agit pas de reconnaissance, hein, il n'est pas question de faire une reconnaissance. Parallèlement à ça, c'est pour ça que Paul VI m'a beaucoup intéressé, beaucoup, de découvrir, pour ma part, en grande partie, et de travailler ce qu'il a fait. Parallèlement, il y a le Concile de Vatican II. Exactement. Parallèlement à ça, il y a la plus grande révolution doctrinale, philosophique, spirituelle, politique dans l'histoire de la chrétienté, c'est Vatican II, avec au cœur de Vatican II le texte Nostra Aetate, qui veut dire notre époque, qui redéfinit les relations avec les églises, et en particulier les églises non chrétiennes, en particulier avec le judaïsme, et qui efface le dogme du peuple déicide qui avait déclenché tant et tant et tant de pogroms et de sang depuis des siècles, parce qu'à chaque fois on venait tuer les Juifs, parce ils avaient tué Jésus. Et donc le dogme du peuple déicide est effacé, ça prend énormément de temps, c'est très compliqué, il y a plusieurs étapes, mais c'est Paul VI qui le porte en héritage de Jean 23 qu'il avait initié. Et d'ailleurs, c'est la raison pour laquelle Jean 23 avait désigné, il avait élevé au rang de cardinal Montigny à Milan, parce qu'il avait désigné comme étant son héritier celui qui prolongerait le travail de Vatican II, ce que fait immédiatement Paul VI en arrivant. Il réinstalle et prolonge Vatican II. Il fait en sorte, et c'était un travail très dur, pour plein de raisons, il fait en sorte que le texte Nostra Aetate soit accepté, le dogme du peuple déicide soit totalement effacé, que les Juifs ne soient plus jamais persécutés,
condamnés et considérés comme étant ceux qui avaient tué Jésus, ce qui est une révolution absolument considérable. Et c'est la raison pour laquelle lui-même aussi, c'est ce qu'il explique aussi à Golda Meir quand elle va demander à ce qu'il y ait une relation politique qui s'établisse. Il, dit, il lui dit, le temps n'est pas encore venu, l'horloge n'est pas la même, dit-elle, mais il faut aussi comprendre qu'il n'a pas l'énergie. Il a porté une révolution considérable et il n'a pas l'énergie d'aller au-delà, compte tenu que politiquement, c'est beaucoup plus compliqué. Parce que les pays arabes sont là en embuscade, on fait pression, et tout ce qui est un tant soit peu à l'époque représente ou est considéré ou interprété comme étant un mouvement vers Israël, ils font pression via les chantages sur les populations chrétiennes. Bon, comme vous le voyez, en lisant ce livre, on va beaucoup plus loin que la visite de... c'est à vous, si vous avez des questions. Non? Comment la curie a-t-elle pris l'évolution? Parce qu'à la curie, il y avait un paquet d'évêques qui n'étaient pas très... Je vous laisse 15 secondes. Ouais. Elle le prend pas très bien. Il y a pas mal de tensions, effectivement. Il y a une partie vous avez une partie de prélats, de responsables de la curie, de fonctionnaires du Vatican, qui voient d'un mauvais œil cette évolution. Mais tant qu'elle n'est pas officielle et qu'elle est toujours, en fait, protégée par le fait qu'il n'y ait pas de relation politique, alors ça pouvait passer. Mais ce qui se passe, c'est qu'à partir du moment où Jean-Paul II, on passe voilà beaucoup de temps, beaucoup d'événements, mais l'arrivée de Jean-Paul II au Vatican, après le passage éphémère de Jean-Paul Ier, qui avait installé lui dans son programme du pontificat l'établissement de relations diplomatiques avec Israël. Il a vécu 33 jours à ce poste, il est décédé, on s'en souvient, et c'est Jean-Paul II qui arrive. Quand Jean-Paul II arrive et est nommé, les Israéliens se disent, oula, avec un Polonais, c'est pas avec lui qu'on va avancer, hein. Et en fait, paradoxalement, ils ont découvert que c'était un philosémite, du temps où il était le prêtre Wojtyła, puis l'ecclésiastique qu'il a été en Pologne. Il avait toujours aidé les Juifs. Il y a des histoires où on raconte comment il avait aidé les familles juives. Et il avait aussi un agenda géopolitique, puisqu'il était le pape de la fin de la guerre froide. Et dans ce contexte-là, alors qu'on était après la guerre du Golfe, on commençait à arriver à la fin de la guerre froide, et il y avait à ce moment-là, je dirais, une image d'Israël qui avait été un petit peu améliorée après les années de l'Intifada. C'était les années, en fait, au moment de la guerre du Golfe, souvenez-vous, les missiles tombaient à l'époque sur Israël, et Shamir, à l'époque dirigeant de l'État d'Israël, Premier ministre, avait accepté, Yitzhak Shamir, de ne pas réagir à la demande très forte des Américains, de ne pas réagir contre Saddam Hussein. Il n'y a pas encore de le faire, il y avait l'équivalent embryonnaire de le faire, mais il avait accepté de ne pas réagir. Cette non-réaction, cette capacité de non-réagir avait considérablement amélioré l'image d'Israël. Et il y a la conférence de Madrid pour la paix, qui est la première grande conférence vraiment qui réunit tout le monde avec l'Arabie saoudite qui avait travaillé sur un plan général de paix, qui permet aussi au Vatican de dire on est dans un contexte général de réchauffement, d'évolution des relations, de perception d'Israël dans le monde, et donc il est possible de pouvoir aller de l'avant et mettre en place des relations diplomatiques. C'est ce que va faire Jean-Paul II. Là, il le fait, il n'y a pas d'opposition. Bon, en même temps, à la curie, quand on n'est pas content, on murmure, hein, mais ça ne change pas la donne, parce que c'est quand même assez vertical, hein, quand même, le Vatican. Et on n'est pas là pour donner vraiment son avis. On peut influer, on peut dire des choses, mais fondamentalement, c'est quand même, ça se décide quand même de sommet. Et d'ailleurs, en particulier ce sujet-là. Et ça vient matérialiser, en fait, cette fascination qui existe depuis toutes ces années entre ces deux États. Ce qui m'a beaucoup aussi intéressé de mettre en scène et de comparer, c'est que, voilà, on vous a rappelé la superficie très exiguë du Vatican. Israël n'est pas non plus un grand État. Donc, vous avez deux États timbre-poste, un peu quand même sur la planète, mais avec une autorité normative et une aura
considérable au-delà de ces Et frontières. des services de renseignement. Vous avez un culte du secret que tous les deux partagent, chacun à sa manière, et les deux sont dépositaires de la matrice judéo-chrétienne, cette histoire, depuis 2000 ans, mais n'ont pas de relation politique. Donc c'est ce hiatus-là qui m'a intéressé d'observer, de voir comment s'était construite la volonté à travers des événements, à travers des décisions, à travers voilà, le cours de l'histoire, de faire en sorte que ces deux peuples qui se fréquentent depuis très longtemps, par définition quand même, n'avaient pas de relations politiques et comment ils ont réussi à construire des relations d'État à État. Donc ça s'est fait il y a 30 ans, en janvier, entre décembre et janvier 94. Je vais vous passer de l'autre côté pour que vous signiez quelques livres, mais avant, j'ai une question. Qu'est-ce qui se passe maintenant? Je suis tombée sur un article qui disait que l'actuel pape, le pape François, a reçu les familles des otages à deux reprises. Oui. Il a aussi reçu des familles de Palestiniens qui ont des parents Oui. à Gaza. Oui. Quelle est la position du Vatican depuis le 7 octobre? Vous avez raison de mentionner ça. Je démarre d'ailleurs la conclusion avec des propos de François récupérés par un ami commun qu'on a, lui et moi, le pape. Il s'appelle Enrique Zimmermann, c'est un journaliste israélo-argentin qui est très proche de François. C'est avec lui qu'il avait organisé la veillée de prière pour la paix entre Mahmoud Abbas et Shimon Peres, qui avait réuni ces deux acteurs pour pouvoir justement prier pour la paix. Avant de répondre vraiment précisément à cette question, le contexte, c'est que tous les papes ont traversé des secousses d'histoire. Voilà, Montigny, Paul VI, c'était le pape de la fin de la guerre froide, de la guerre du fascisme, puis la fin de la guerre froide. Jean-Paul II, c'était le pape de la fin de la guerre froide, pour faire vite. Et François, lui, c'est le pape qui est confronté à Daesh. C'est le pape qui est confronté à la radicalisation de l'islam, qu'il a toujours condamné de manière explicite. On retrouve, et j'ai mentionné des propos de lui depuis le départ. Mais comme il ne veut pas stigmatiser, comme on dit, il ne veut pas désigner l'islam en tant que religion, et la mélanger avec sa dérive fondamentaliste et terroriste, alors il crée ce qu'il appelle la diplomatie de la prière, ce qu'il a tenté de faire, ce qu'il a fait avec Mahmoud Abbas et avec Shimon Peres à l'époque. Et donc là, qui fait aussi avec les familles des otages. Et là, otages. exactement, il reste dans cette notion d'équilibre. Dès le 8 octobre, il a des propos très que je restitue à travers qui raconte qu'il donne en enregistrant au téléphone à son ami. Son ami se fait filmer à ce moment-là, donc on a j'entends le pape dire ce qu'il dit. Donc voilà, j'ai regardé la vidéo, il m'a dit que je pouvais retranscrire les choses, et donc je raconte ce contexte-là. Oui, effectivement, cette position d'équilibre, il veut la maintenir. Vous avez effectivement dit, c'est vrai, il a reçu des familles d'otages, il a reçu des familles palestiniennes de Gaza. À chaque fois qu'il a reçu des familles palestiniennes de Gaza, il l'a fait 2 fois. Il a fait vérifier très précisément qu'il n'avait aucun lien avec le Hamas. Et lorsqu'il a reçu les familles d'otages, il a évidemment montré beaucoup de compassion. Ce qui n'a pas été le cas notamment de Paul VI, qui lui, lorsqu'il avait reçu des familles de prisonniers israéliens après la guerre de Kippour, prisonniers en Syrie, qui faisaient un peu le tour du monde pour faire en sorte qu'on libère les prisonniers. Il leur avait adressé un message de compassion un peu classique, et puis il avait rappelé tout de suite, parce que c'était à l'époque le mantra, le réflexe, il avait rappelé tout de suite les familles de réfugiés, de déplacés palestiniens liées à la guerre, liées à la situation d'Israël. Donc il y avait une espèce de formule obligatoire qui consistait à dire, et c'est ce que le chemin qu'avait tracé Paul VI jusqu'à Jean-Paul II, c'est de dire, on reconnaît l'antériorité du peuple juif, on efface le peuple déicide, on débarrasse le peuple juif de cette accusation millénaire, mais pour autant on ne reconnaîtra pas l'État d'Israël. Ce qui avait matérialisé à travers son voyage en Terre Sainte en 64. Mais qui n'était pas un voyage politique. Pas du tout un voyage politique. Donc aujourd'hui, le pape tente de rester dans cette position d'équilibre. Ce n'est pas un pape qui a une grande influence sur le plan géopolitique. Il a un travail
beaucoup plus interne. On l'a compris, hein, on l'a vu, c'est-à-dire la façon, les tensions qui créent Il y a qui travaillent plus sur la réforme de Il travaille l'Église. sur le synode, il travaille beaucoup sur la réforme de l'Église. D'ailleurs, aujourd'hui, quand on va au Vatican et qu'on parle avec les gens autour de lui, ce qui est intéressant, c'est qu'avec l'infaillibilité et la pérennité de cette fonction, le discours sur la succession est toujours totalement désinhibé, puisque en général, les papes arrivent à ce poste, ils sont plutôt en fin de carrière. Donc, tout le monde sait qu'il y a un temps un peu limité d'action quand même. Et donc, on parle de la succession de manière très libre. Et en disant, il faudra quelqu'un, le prochain pape, il sera très certainement, alors soit c'est selon des pays, soit en réalité, on me dit, mais en fait, c'est celui qui pourra prolonger le travail synodal, le travail de réforme de la curie, le travail de mutation de mentalité. Il a quand même été au plus loin possible Donc, avec l'homosexualité. Ils sont tournés vers l'intérieur. Vraisemblablement. Après, On verra. les conclaves, c'est des surprises. Hein. Là, je ne suis pas vraiment spécialiste de savoir ce qui peut se passer dans les conclaves par définition, mais on voit qu'il y a quand même des grandes tendances. Jean XXIII voulait Montigny parce qu'il voulait que Montigny, qui est devenu Paul VI, prolonge le Vatican II, et il l'a fait. Et donc, quand vous apprendrez que Michael Darmon part à Rome pour diriger l'Osservatore Romano, vous ne serez pas surpris. Non, vous avez tous les éléments là qui vous indiquent son intérêt profond. Profond, mais c'est pour ça que je vais pour pouvoir me battre en brèche et en même temps raconter que les choses ne sont pas comme ça, la petite histoire chassidique que j'ai choisi de raconter au début pour élaborer, en ouverture. Racontez-la, ça leur donnera envie d'acheter le livre. Non, mais c'est surtout pour te répondre en disant, tu vois, c'est Rabbi Meïsel de Lodz qui est invité à une réception en l'honneur du comte Witte, premier ministre de Russie en 1903. Le maire présente le pasteur en premier, puis l'évêque et ensuite le rabbin. Après la cérémonie, le maire demande à Rabbi Meïsel s'il s'est pas senti offensé d'avoir été présenté en dernier au premier ministre de Russie. Et la réponse est la suivante: pas du tout. Le judaïsme est la mère des deux autres religions et aucune mère n'est jalouse du succès de ses deux filles. Voilà. Là-bas. Vous avez rendez-vous en face. Michael signera ses livres. Merci Michael, c'était passionnant. Merci à toi.